Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau numéro d'International consacré à la situation au Proche-Orient, nous avons choisi de vous donner rendez-vous aujourd'hui ici à Amman, la capitale de la Jordanie, petit pays par sa taille mais dont la voix porte dans la région. Israël est un pays frontalier, Gaza est proche, il est à moins de 200 km. Ici, plus de la moitié de la population est d'origine palestinienne. Notre invité est le commissaire général de l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Les agents de l'UNRWA sont dans plusieurs pays dans cette région et notamment à Gaza où en ce moment même ils partagent le quotidien de la population. Bonjour Philippe Lazzarini. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, dont celle de Laure Stéphane, journaliste au quotidien Le Monde, partenaire de cette émission. Bonjour Laure. Bonjour Françoise. Vous êtes l'une des correspondantes du journal Le Monde à Beyrouth. Merci de participer à cet entretien à mes côtés. Et avant de dérouler cette émission, peut-être Philippe Lazzarini, votre réaction à l'actualité de ces dernières heures. La guerre entre Israël et le Hamas semble être rentrée dans une nouvelle phase depuis hier soir, avec ces frappes israéliennes sans précédent sur la bande de Gaza. Une intensité jamais égalée en 22 jours. Il y a aussi des combats au sol dans le nord et le centre de l'enclave palestinienne. Êtes-vous en contact encore avec vos équipes? Votre réaction à cette situation? Les nouvelles sont extrêmement préoccupantes. Comme vous le dites, les bombardements ont été particulièrement intenses, n'ont jamais été aussi intenses. J'étais en contact ce matin avec notre directeur des opérations dans le sud de la bande de Gaza. On a perdu contact en fait avec nos autres employés à travers la bande de Gaza. Maintenant, vous avez eu aussi des bombardements qui ont eu lieu dans la partie sud, à Khan Younis. Là où sont vos équipes? Là, nos équipes sont un tout petit peu plus au sud, mais à Khan Younis, nous avons énormément de déplacés dans les installations de l'UNRWA. Nous n'avons pas réussi encore à avoir contact avec toutes nos équipes. Pour l'instant, il reste dans notre centre logistique. J'espère que d'ici quelques heures, on en saura plus, mais pour l'instant, on est dans l'incapacité de bouger, en tout cas ce matin, et j'espère que d'ici la fin de la journée, on y verra un peu plus clair. Mais c'est vrai que ces nouvelles sont extrêmement préoccupantes. On a déjà eu 20 jours de guerre avec une conséquence désastreuse au niveau de la population, avec des millions de déplacés, des milliers de morts, encore plus de blessés. Dans une bande de Gaza qui est sous siège, qu'il ne faut pas oublier, donc incapacité de pouvoir apporter de l'aide humanitaire en suffisance pour ces gens-là. Et il y a comment dire, une atmosphère maintenant d'anxiété, de panique même, la peur qu'il y ait de nouveaux mouvements de population. On a entendu qu'avec ces bombardements, les 300 000 à 400 000 personnes qui sont encore dans le nord ont été instruits hier par l'armée israélienne de se déplacer en masse dans le sud. Évidemment, c'est impossible de se déplacer au moment de bombardements intenses, mais ils espèrent toujours déplacer ces populations. Et une fois dans le sud, notre crainte, c'est qu'on entend de plus en plus que les populations vont être poussées encore plus au sud-ouest de la bande de Gaza, c'est-à-dire encore plus proche de la frontière égyptienne. Et quelle pourrait être la suite de ce mouvement de population? C'est donc, est-ce que vous avez le sentiment, vous, en tant qu'UNRWA, que ces populations sont poussées pour être expulsées vers l'Égypte? Écoutez, ces populations sont poussées, c'est évidemment une catastrophe, c'est une calamité ce qui est en train de se passer. On a aussi beaucoup entendu parler de zones un peu plus sécurisées au cours de ces derniers jours. Quelle est l'intention? Zone sécurisée, de les pousser plus vers la frontière? Nul ne le sait. Les jours à venir nous diront en fait dans quelle direction les choses vont aller. Je pense que s'il y a une concentration de population loin des infrastructures, nous aurons encore beaucoup plus de difficultés à apporter de l'assistance humanitaire. La Jordanie a présenté une résolution non contraignante à l'Assemblée générale des Nations Unies qui demande une pause humanitaire immédiate. Cette résolution a été adoptée cette nuit, alors même donc, que ces opérations et ces bombardements se poursuivent. Vous le rappeliez, toutes les communications sont coupées désormais avec Gaza, sauf avec quelques-uns de vos personnels grâce à des téléphones satellitaires. Il y a un paradoxe, il semblait y avoir une lueur d'espoir avec cette résolution, même si elle est non contraignante, et
et ces bombardements intensifs, ces opérations au sol, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une communauté internationale qui appelle pour une trêve humanitaire, qui appelle pour un corridor humanitaire qui soit soutenu, qui appelle pour que l'assistance humanitaire entre dans la bande de Gaza. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que cette résolution est effectivement non contraignante, et cette résolution suit en fait 4 résolutions qui ont été soumises au Conseil de sécurité et où les membres du Conseil de sécurité ont été incapables de se mettre d'accord sur un texte. Il y a eu des vétos déposés sur les 4 résolutions en fait qui ont été déposées au Conseil de sécurité. C'est la raison pour laquelle ça aboutit maintenant à l'Assemblée générale. Et vous avez un espoir sur cette pause humanitaire? Écoutez, on a toujours espoir et on doit inlassablement travailler pour obtenir cette pause humanitaire plus que jamais. La situation est déjà désastreuse sur le terrain, mais on va passer je pense qu'on va manquer de mots dans notre vocabulaire pour décrire la calamiteuse situation dans la bande de Gaza. Justement, si vous deviez décrire les bombardements de cette nuit, quels seraient les mots que vous employeriez? Écoutez, mon directeur m'a dit qu'on n'a jamais entendu de mémoire des bombardements d'une telle intensité, alors que nous avions déjà eu l'impression au cours de ces derniers jours qu'on avait atteint un paroxysme en matière d'intensité. Et tout ça a lieu dans une région qui est encore peuplée. Effectivement, une bonne partie de la ville de Gaza était partie après de nombreux avertissements, mais nous avons toujours plusieurs centaines de milliers de personnes qui se trouvent dans la bande de Gaza et qui ont dû passer, on le voit avec les images, cette expérience. Philippe Lazzarini, on va expliquer les missions de l'UNRWA qui accompagnent depuis près de 75 ans le quotidien des réfugiés palestiniens. Mais en premier lieu, je vous propose de regarder notre instantané. Ce sont des images du 19 octobre dernier à l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes. Khan Younes est une ville dans le sud de la bande de Gaza, près du point de passage de Rafah vers l'Égypte. Vos employés, des agents de l'UNRWA, arrivent sur des brancards, ils sont blessés. Tout ce que l'on sait à ce moment-là, c'est que leur véhicule a été frappé par un tir. Effectivement, nos employés, comme la population civile, sont victimes de ce conflit. Ils sont parmi les déplacés de Gaza, ils sont allés aussi dans le sud, ils vivent exactement dans les mêmes conditions que le reste de la population et nous avons eu, depuis le début du conflit, plus de 50 employés qui ont été tués. C'est un chiffre faramineux pour l'argent, c'est un chiffre historique et notre personnel, moi-même, sommes tous dévastés. Le président français Emmanuel Macron, qui était ici il y a 3 jours, vous a présenté les condoléances de la France pour tout ce personnel qui a été tué. Plus d'une cinquantaine. Qui était-il? On aimerait savoir précisément quelles étaient leurs fonctions. Que faisaient-ils à Gaza, ceux qui sont morts? Et comment sont-ils morts d'ailleurs? Est-ce que c'est dans leurs habitations? Est-ce que c'est dans des édifices publics ou de l'UNRWA? Ils ont été tués sur la route en se déplaçant. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart sont morts chez eux, sont morts dans des édifices où ils ont pris refuge parce qu'ils ont été également déplacés. Ce sont des mères, des pères, ce sont des enseignants, des infirmières, des médecins, des gynécologistes, des ingénieurs, des gardes, en fait, des gens qui, en fait, ont dédié leur vie au service de la communauté. Et via les Nations Unies, donc, l'agence de... Via les Nations Unies, effectivement. Vous avez encore aujourd'hui du personnel à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes travaillent encore? Et ce sont des Palestiniens, tous? Alors, nous avons actuellement à Gaza 13 000 employés. Parmi eux, nous avons encore 2 000 employés qui travaillent pour la réponse d'urgence. Donc, ce sont tous des réfugiés palestiniens, excepté une petite équipe d'internationaux. Comme vous le savez, tant les internationaux
que le reste des employés ont, il y a une semaine, bougé de la ville de Gaza au sud de la bande de Gaza, suite à des demandes d'évacuation. Vous dites que c'est inédit dans l'histoire de votre agence onusienne, c'est-à-dire que vous travaillez sur des terrains de conflits dans le monde entier. Je ne parle pas de l'UNRWA, mais les Nations Unies. Vous, dans tous les conflits qu'il y a eu entre Israël et les Palestiniens, enfin le Hamas ou à d'autres moments de votre histoire, vous n'avez jamais eu un tel bilan? Écoutez, si je compare avec la Syrie, qui a été une guerre de plus de 10 ans, l'UNRWA a perdu 17 employés. Ici, en moins de 2 semaines, nous avons perdu plus de 50 employés. Je ne me souviens pas d'une situation où les Nations Unies ont perdu autant d'employés en aussi peu de temps. Et alors, comment vous réagissez à cette situation? Écoutez, c'est absolument insoutenable. De la même manière que l'on voit quotidiennement dans la bande de Gaza le nombre de morts au sein de la population civile augmenter, le nombre de blessés augmenter constamment. Et comme vous le savez, en plus de ça aujourd'hui, les gens risquent de mourir en raison du siège qui est imposé sur la bande de Gaza. Donc pas seulement en raison de l'absence de sécurité et des bombardements, parce qu'il n'y a aucun endroit qui est sûr dans la bande de Gaza, mais également en raison de l'impact de ce siège absolu qui est imposé à la population. Alors, quand vous dites cela, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils ne meurent pas dans des bombardements, ils meurent de quoi exactement? Alors, écoutez, la bande de Gaza aujourd'hui manque de tout. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de médicaments, l'eau fait absence, on a aujourd'hui des risques que les égouts se mettent dans la rue. En fait, il y a des risques d'épidémie aujourd'hui qui vont impacter la population. Vous avez dit, mes collègues sont le visage de l'humanité à Gaza, et vous avez dit aussi il y a quelques jours, le monde semble avoir perdu son humanité. Pourquoi avez-vous prononcé tel mot, Philippe Lazzarini? C'est un sentiment très très profond à Gaza, mais c'est aussi un sentiment répandu dans la région, que en fait, le droit humanitaire international ou les droits de l'homme sont des droits à géométrie variable, et que lorsque ça touche un endroit comme Gaza, en fait, Gaza est traité comme une population qui est associée à un mouvement qualifié de terroriste, et donc Gaza est traité de manière un peu monolithique, et j'ai vu qu'au cours des dernières années, il y a eu un phénomène de déshumanisation qui a eu lieu. Et c'est pour cela qu'il y a ce sentiment que le monde, en fait, a perdu un peu son humanité. Malgré toutes ces images insoutenables que l'on voit 24 heures sur 24 depuis 2 semaines, rien ne se passe. Philippe Lazzarini, vous êtes régulièrement sur le terrain. Cette explosion de violence depuis le 7 octobre, vous l'aviez vue venir? Non, absolument pas. Personne n'a vu venir ce massacre absolument abominable perpétré par le Hamas et qui a aussi créé un véritable traumatisme national en Israël et qui a été très fortement aussi évidemment condamné par la communauté nationale et inclus par les Nations Unies. Je rappelle que vous dites présumé terroriste concernant le Hamas parce que les Nations Unies ne qualifient pas le Hamas de... Je crois que cette discussion est en cours dans nombre de pays. Oui, oui. Est-ce que les pays vont le qualifier de téléspectateurs. Pour les Nations Unies, effectivement, le Hamas n'est pas un groupe terroriste. Il ne fait pas encore partie de cette qualification. Voilà. C'était juste pour préciser, hein, puisque vous utilisez ces termes. Vous avez dit aussi que, concernant vos collègues à Gaza, ils sont donc confrontés, vous le rappelez, au manque pour les populations de tout, en fait, à la faim, mais aussi à la colère. Parce que vous représentez d'une certaine manière la communauté internationale. Alors, cette présence, on comprend bien qu'elle est importante pour apporter de l'aide, mais aussi, pensez-vous qu'elle est importante en termes de symbole pour ce qu'elle représente du reste du monde? Écoutez, l'UNRWA pour les Palestiniens a toujours représenté en fait l'agence qui va les accompagner jusqu'au jour où il y aura un État palestinien. Donc symboliquement, pour les Palestiniens, l'UNRWA a toujours été extrêmement important. Maintenant, dans la bande de Gaza,
en représenter en fait en matière d'activité, en matière de services publics pour la population, environ 3/4 des activités de la bande de Gaza. Donc effectivement, pour un Gazaoui aujourd'hui, un UNRWA représente la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de sentiments d'abandon. Les gens luttent au quotidien pour essayer de survivre, pour trouver un endroit sûr, pour essayer de trouver de l'eau, de trouver du pain, de s'occuper de leurs enfants, et ils se rendent compte que jour après jour, tout devient de plus en plus difficile. Effectivement, il y a une exacerbation, mais il y a aussi, on est aussi à la veille de l'écroulement d'une sorte de sécurité civile. La citoyenneté ne prévaut presque plus, et donc il y a une colère qui est en train de grandir, et cette colère, elle s'exprime à travers les employés d'UNRWA, qui d'ailleurs vivent exactement dans les mêmes conditions que les personnes que nous appuyons. À qui vous portez assistance. Peut-être avant de poursuivre cet entretien, Philippe Lazzarini, je vous propose notre focus. Il est signé Séraphine Charpentier et Fred Bonnet. Il revient brièvement sur la création, les missions de l'UNRWA et ses défis. Elle ne devait être que temporaire. Près de 75 ans plus tard, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, est toujours là. Nous sommes toujours là. Pourquoi ? Parce qu'une solution durable et juste au conflit israélo-palestinien n'a toujours pas été trouvée. Au lendemain de la première guerre israélo-arabe de 1948, l'UNRWA naît de l'exode de 750 000 réfugiés palestiniens. La mission de l'agence est de prendre en charge ces populations sans domicile et sans moyens de subsistance. L'UNRWA devient active là où sont établis des camps de réfugiés palestiniens, au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie ainsi que dans la bande de Gaza. Elle prend en charge l'éducation, un accès aux soins médicaux, une aide sociale et financière, ainsi que des services et des infrastructures municipales. Près de 30 000 personnes travaillent pour l'UNRWA. Autour de 5 millions de réfugiés palestiniens font appel à ces services. Elle est gérée par un commissaire général, nommé tous les 3 ans par l'Assemblée générale de l'ONU. Une agence qui a besoin d'argent. 1,6 milliard de dollars de budget pour l'année 2023. Oui, nous sommes comme un navire qui commence à prendre l'eau, mais qui n'a pas encore coulé. La survie de l'agence dépend des versements volontaires réalisés par les pays et des instances partenaires. Un financement qui connaît des hauts et des bas. En 2018, les États-Unis de l'administration Trump arrêtent leur versement à l'agence onusienne avant qu'il ne soit rétabli par le nouveau président américain Joe Biden en 2021. L'UNRWA fera aussi l'objet d'enquêtes internes, blanchie sur sa gestion financière. Elle est néanmoins questionnée sur son fonctionnement de l'époque. Le 7 octobre 2023, le massacre de civils israéliens par le Hamas déclenche des bombardements massifs d'Israël sur Gaza. Israël et le Hamas, de nouveau en guerre. À la une ce soir, le risque d'escalade, échange de déclarations entre Israël, l'Iran et le Hezbollah. Plus de 300 infrastructures touchées en 24 heures selon l'armée israélienne. L'UNRWA est une nouvelle fois sur le front, en première ligne. Au moment où je vous parle, Gaza n'a plus d'eau ni d'électricité. En fait, Gaza est étranglée et il semble que la guerre ait perdu toute son humanité. Face à un conseil de sécurité de l'ONU divisé et incapable de s'entendre sur une pause humanitaire ou un cessez-le-feu à Gaza, l'UNRWA, elle, parle à travers votre voix. Hier encore, Philippe Lazzarini, d'habitants de Gaza exclus, aliénés et abandonnés. Vous ne cessez de répéter qu'il est très dangereux et trompeur d'assimiler Gaza au Hamas. Philippe Lazzarini, on vient de l'entendre, l'une de vos principales missions, c'est l'éducation. Vous avez 200 écoles à Gaza, vous scolarisez 300 000 enfants. Aujourd'hui, elles sont toutes fermées. Elles servent de refuge, ces écoles, aux populations. Elles bénéficient d'ailleurs d'un droit d'inviolabilité. Alors, est-ce que ce droit est aujourd'hui respecté? Est-ce qu'elles ont
qu'elles sont touchées, ces écoles, par des bombardements? Et si oui, est-ce que vous avez un bilan des victimes qui tiennent à ces destructions? Vous avez raison, ces infrastructures sont des infrastructures, des bâtiments des Nations Unies, donc il y a un droit d'inviolabilité. Aujourd'hui, tous les bâtiments des Nations Unies dans la bande de Gaza ont été sollicités pour accueillir des déplacés. Nous avons plus de 600 000 déplacés dans nos installations à travers la bande de Gaza. Je crois qu'il y a plus de 150 installations qui ont été utilisées pour cela. Et effectivement, il y a un droit d'inviolabilité. En fait, on ne cesse de notifier à l'armée israélienne et aux bandes armées et au Hamas dans la bande de Gaza chacune des localisations en leur rappelant à chaque fois leurs obligations vis-à-vis du droit humanitaire international. Maintenant, et malheureusement, avec l'intensité des bombardements qui ont eu jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une quarantaine d'installations qui ont été touchées, mais cette quarantaine, ce sont que les installations des Nations Unies, donc je ne parle pas des autres hôpitaux, des églises et des mosquées qui accueillaient également des déplacés qui ont été touchés. Et effectivement, nous avons eu plusieurs personnes tuées, une vingtaine jusqu'à présent, et d'autres qui ont été blessées. C'est des écoles ce sont principalement des écoles. Principalement des écoles. Les écoles sont les lieux qui accueillent le plus de déplacés aujourd'hui. Vous évoquiez à l'instant le fait que vous rappelez où sont localisées vos écoles. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont vos contacts avec le Hamas d'une part et avec les autorités israéliennes de l'autre? Écoutez, nous avons des contacts opérationnels au quotidien. C'est absolument clé si on veut maintenir la sécurité. Au Hamas, on doit leur dire n'utilisez pas nos installations à des fins militaires, mais aussi assurez-vous de ne pas les cibler. Et à l'armée israélienne, à travers les mécanismes mis en place avec le COGAT, nous sommes continuellement en contact, justement, non seulement pour notifier, mais également pour la plupart de nos mouvements. Mais Israël accuse le Hamas d'utiliser vos écoles pour stocker de l'armement, voire un peu comme un paravent pour tirer des roquettes. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Parce que dans d'autres moments de l'histoire du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, vous avez reconnu qu'il y avait des installations, des écoles qui avaient été utilisées par le Hamas. Vous l'aviez dénoncé à l'époque, hein, d'ailleurs, en rappelant au Hamas qu'il ne fallait pas... Donc, qu'est-ce que vous répondez à Israël qui dit, mais attention, ces écoles, si on les touche, si on les bombarde aussi, c'est parce qu'elles servent de dépôt parfois aux armes du Hamas? Écoutez, à chaque fois que cette inviolabilité n'a pas été respectée, nous allons protester. Il est vrai qu'à l'époque, il y a eu une ou deux situations. C'était en 2014. Hein. C'était en 2014, je n'étais pas là, mais effectivement, les rapports ont indiqué qu'il y a eu des allégations, des informations comme quoi des écoles ont été utilisées à des fins militaires ou qu'il y avait des tunnels. Nous n'avons pas les moyens de vérifier si oui ou non il y a des tunnels, dans l'école certainement pas, mais à chaque fois que cette information nous arrivait, nous protestions auprès des autorités du Hamas, comme c'était le cas en 2014, mais à chaque fois nous allons également protester auprès de l'armée israélienne lorsqu'une infrastructure qui accueille en plus des civils a été atteinte. Et aujourd'hui, vous n'avez pas d'informations sur le fait que, justement, par rapport à ce que dit Israël, que certains de vos établissements, certains des bâtiments de l'UNRWA seraient utilisés par le Hamas. Vous n'avez aucun retour là-dessus? Nous n'avons pas d'informations, et si de telles informations devaient être disponibles, nous espérons qu'elles nous soient communiquées pour que l'on puisse effectivement informer également les gens qui se trouvent dans nos écoles. Et vous demandez donc à Israël qu'ils vous communiquent les informations qu'ils ont, si ils ont des informations sur l'utilisation par l'UNRWA, qu'ils vous donnent ces informations pour que vous puissiez, vous, éventuellement protester auprès du Hamas? Nous n'avons reçu aucune allégation de la part des autorités israéliennes récemment ou de crainte qu'une des écoles dans la bande de Gaza pourrait être, comment dire, une localisation utilisée à des fins militaires. Et si cela devait être le cas, effectivement, qu'on poserait la question. Selon vos informations, puisque nous, la presse internationale est un peu aveugle sur ce qui se passe à Gaza, puisque la presse a beaucoup de mal
entrer dans cette enclave palestinienne. Les frontières sont fermées. Est-ce que les civils sont prévenus des frappes israéliennes? Israël met généralement en avant cette procédure pour affirmer sa préoccupation, pour épargner les populations civiles. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les bâtiments qui sont bombardés, etc., est-ce que vous savez si les civils sont prévenus de ces bombardements? Écoutez, tous les civils ne sont pas forcément prévenus pour chacun des bâtiments qui vont être bombardés ou qui pourraient se trouver à proximité, mais c'est vrai que l'armée israélienne, en général, peu de temps avant, informe les civils et leur demande de partir ou d'évacuer. Mais ce qu'on a vu dans cette guerre a été un élément nouveau. C'est la première fois que l'entièreté de la population de la ville de Gaza et du nord de Gaza a été demandée de se rendre dans la partie sud de la bande de Gaza. C'est l'ultimatum qu'Israël a lancé aux populations du nord de Gaza en leur demandant de se déplacer. Exactement, et c'est ce qui a déclenché en fait le déplacement de centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, la vaste majorité de la population de Gaza se trouve dans le sud. Est-ce que le sud est épargné par les bombardements? Le sud n'a pas été épargné. Et si l'on regarde aujourd'hui les statistiques concernant le nombre de morts et de blessés, je dirais qu'au moins un tiers du sud, un tiers des victimes viennent du sud. Et là, à nouveau, Gaza, en fait, est une petite bande de 365 km². Et il n'y a aucun endroit où les gens puissent se sentir en sécurité. Je voudrais qu'on évoque maintenant, si vous voulez bien, la question de l'aide humanitaire. Avant cette guerre, il fallait des centaines de camions quotidiennement pour apporter assistance humanitaire aux populations. Je crois que avant même la guerre, il y a la moitié de la population de Gaza qui vivait grâce à cette aide alimentaire humanitaire que vous apportiez aux populations. Aujourd'hui, quelle est la situation? Il y a 70 camions, je crois, qui sont rentrés depuis le début de cette guerre. Écoutez, aujourd'hui, j'ai eu une conférence de presse et j'ai indiqué que compter le nombre de camions qui entrent dans la bande de Gaza était une distraction. Parce qu'en réalité, ceux qui entrent dans la bande de Gaza ne sont rien d'autre que des miettes qui ne couvrent absolument pas les besoins actuels de la population. Maintenant, il est vrai qu'au cours de ces 15 dernières années, la bande de Gaza était sous blocus. Et sous blocus, ça signifie que tout matériel qui entrait devait être autorisé et puis était vérifié avant que cela entre. Donc il y a un système extrêmement compliqué qui a été mis en place depuis un point de passage entre Israël et la bande de Gaza qui s'appelle Kerem Shalom. Et là, nous avions environ 500 camions par jour qui entraient dans la bande de Gaza. Et malgré cela, on a assisté au cours des 15 dernières années à un dédéveloppement de la population et une dépendance qui a commencé à augmenter d'année après année. En 2005, avant le blocus, nous avions 80 000 personnes qui dépendaient de notre assistance. 15 ans plus tard, avec ce blocus, avec une moyenne de 500 camions qui entraient dans la bande de Gaza, nous avions plus des 2/3 de la population qui dépendaient de notre assistance alimentaire. 1 800 000 personnes, c'est ce que vous voulez dire? Nous avions 1 200 000 personnes, mais nous avions aussi le programme alimentaire mondial qui couvrait un certain nombre de besoins. Qui bloque aujourd'hui l'entrée de l'aide? Est-ce que vous pouvez nommer les responsables de ce blocage? Écoutez, le blocage a été annoncé par les autorités israéliennes. Donc il y a aujourd'hui un siège qui est imposé. Le mécanisme qui a été mis en place est un mécanisme qui nécessite évidemment beaucoup d'inspection de la marchandise qui va entrer dans la bande de Gaza. Et puis aussi le point de passage de Rafah n'est pas un point de passage qui est complètement adapté pour des flux importants de marchandises dans la bande de Gaza. Rafah a été bombardé récemment, donc il y a déjà des problèmes d'infrastructure. Côté égyptien. Je crois que c'est du côté gazaoui, mais à la frontière. Et Rafah, c'est du côté égyptien, effectivement. Et le système aussi qui a été mis en place, logistique, où les camions arrivent, vous devez décharger la marchandise et ensuite remettre la marchandise dans d'autres camions. Donc c'est effectivement un système extrêmement compliqué pour l'instant, qui, à mon avis, ne répond absolument pas
aux besoins actuels en matière d'approvisionnement de l'aide humanitaire. Donc il y a toujours des négociations en cours, toujours des blocages, et il n'y a pas du tout le flux continu qui a été annoncé par la présidence américaine le week-end dernier. Il y a peut-être eu un flux continu si la définition du flux continu est d'avoir un camion par jour ou quelques camions par jour. Donc on a eu des camions à peu près tous les jours, mais le nombre de camions a été ridicule jusqu'à maintenant. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, le message est de dire cessons de compter ou de savoir si oui ou non 5 ou 10 camions ont pu entrer dans la bande de Gaza. La réponse est que nous n'avons pas un flux ou un approvisionnement d'aide alimentaire suffisant pour les besoins d'une population de 2 millions de personnes. On voit la communauté internationale s'est mobilisée pour envoyer justement de l'aide alimentaire aux populations à Gaza. Vous dites aujourd'hui, c'est bien de se mobiliser, c'est bien d'envoyer de l'aide, mais il faut qu'elle puisse entrer, c'est ça le problème. Alors ici, je dirais 2 choses. C'est bien de se mobiliser et d'envoyer de l'aide. Il faut juste s'assurer que l'aide qui soit envoyée corresponde aux véritables besoins de la bande de Gaza. Il y a eu une solidarité internationale extraordinaire, et surtout dans le monde arabe, et donc il y a eu beaucoup de matériel, de nourriture qui ont été amenés à la frontière égyptienne. Les premiers convois n'ont pas forcément correspondu aux besoins les plus urgents non plus de la bande de Gaza. Qui sont lesquels, ces besoins les plus urgents? Là, par exemple, on a entendu parler de haricots secs qui nécessitent de l'eau. Il n'y a pas d'eau dans la bande de Gaza, donc pour l'instant, c'est relativement peu utile d'avoir ce type de denrées. Puisqu'on parle de choses très précises, vous avez lancé un appel concernant les besoins en carburant, précisant que vos équipes sont en train de l'économiser, ce carburant, et qu'elles doivent prendre des décisions difficiles, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, mon premier appel était il y a quelques jours, en rappelant à la communauté internationale que sans carburant, nous n'allons pas pouvoir opérer dans la bande de Gaza. Mais si, premièrement, les hôpitaux dépendent du carburant, la station d'eau dépend du carburant, toutes les stations de pompage dépendent du carburant, les boulangeries dépendent du carburant, et nous dépendons du carburant également pour aller d'une école à l'autre et pour acheminer en fait l'assistance humanitaire. Effectivement, aujourd'hui, la quantité de carburant disponible pour l'UNRWA et ses partenaires humanitaires, n'est plus suffisant pour tenir plus de quelques jours. Alors maintenant, la question que les gens me posent, c'est quoi quelques jours? Ce n'est pas toujours une science exacte, parce qu'à partir du moment où vous devez faire extrêmement attention, vous commencez de rationner, et parce qu'on a commencé de rationner, au cours des derniers jours, on a pu étendre notre capacité à maintenir encore une opération. Les choix difficiles, c'est tout simplement, on doit drastiquement diminuer notre contribution aux hôpitaux, qui en ont désespérément besoin. Même chose avec les boulangeries. Et puis, dans les jours à venir, très certainement, on ne va pas pouvoir apporter du carburant à qui que ce soit si nous ne trouvons pas une solution pour amener le carburant de la bande de Gaza. Je vous propose à ce sujet d'écouter le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, au sujet de cette question du carburant à Gaza. On l'écoute. Le carburant n'entrera pas dans la bande de Gaza, car le Hamas l'a utilisé pour son infrastructure militaire. Le carburant que le Hamas a volé à l'UNRWA devrait être repris au Hamas et donné aux hôpitaux. On vous a volé votre carburant à l'UNRWA? Le Hamas a pris votre carburant? Je ne suis pas informé que le Hamas a pris le carburant. Ces derniers jours, on nous a beaucoup posé la question par rapport à du carburant qui se trouve dans la bande de Gaza, près de la frontière égyptienne, qui est du carburant qui avait été acheminé suite à un accord entre Israël et le Qatar et qui venait d'Égypte. Et c'est vrai que beaucoup ont fait référence à ce carburant. Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux pour dire c'est là que l'UNRWA doit aller prendre son carburant. Donc nous avons réussi effectivement au cours des derniers jours à prendre du carburant depuis ces dépôts, mais pour aller dans ces dépôts, nous coordonnons avec l'armée israélienne. Il n'y a pas de mouvement de carburant dans la bande de Gaza que l'UNRWA entreprend sans une autorisation, ce qu'on appelle dans notre jargon une déconfliction, pour s'assurer qu'on ait une autorisation de pouvoir se déplacer
et qu'on ne devienne pas en fait un objectif militaire au moment du déplacement. Alors que répondez-vous à ce que dit ce porte-parole de l'armée israélienne? Ici, nous sommes dans une situation de propagande, vous l'avez bien entendu, rien n'entrera parce que le Hamas a du carburant. Le Hamas, c'est pas UNRWA, c'est toujours aussi dangereux de vouloir, comment dire, associer le Hamas avec une organisation comme la nôtre, comme ça a été le cas à plusieurs reprises jusqu'à maintenant. Et ça, ce sont effectivement des accusations que je réfute. Vous avez parlé plus généralement d'une remise en question de l'aide humanitaire et vous avez insisté sur les mécanismes de contrôle que vous suivez, vous, UNRWA. Qu'est-ce que c'est ces mécanismes de contrôle? Écoutez, on a été très souvent accusé de faciliter la diversion de l'aide humanitaire et où à chaque fois on nous demande est-ce que vous pouvez nous donner des garanties. Maintenant, historiquement, l'UNRWA est certainement l'agence des Nations Unies qui est la plus sous scrutiny, scruté en fait, par les États membres, par les gouvernements qui contribuent financièrement à cette agence. J'en ai fait moi-même l'expérience parce qu'à chaque fois que je vais dans une capitale, je passe beaucoup plus de temps dans les parlements, et avec les différents comités parlementaires qu'avec l'administration en raison de ce type de questions. Les mécanismes, nous avons des mécanismes internes très élaborés qui nous permettent en fait de contrôler tout partenaire et tout vendeur travaillant avec l'UNRWA, de s'assurer qu'il ne se trouve dans aucune liste de sanctions. La force de l'UNRWA également, c'est que nous n'avons aucun intermédiaire. Il n'y a personne entre le bénéficiaire et l'agence. Nous sommes une agence unique, on l'a vu avant dans le clip. Nous avons dans la bande de Gaza 300 000 enfants qui se trouvaient dans nos écoles. Nous les connaissons tous, nous connaissons leurs familles. Toutes leurs familles sont venues d'une génération après l'autre, 75 ans que cette agence a été mise en place. Donc notre force, effectivement, est de savoir à qui on donne cette aide humanitaire. Nos employés sont tous connus, sont tous notifiés auprès de l'autorité palestinienne une fois par année, mais aussi auprès des autorités israéliennes sur place. Donc les mécanismes sont là. Et je pense qu'effectivement, à travers ça, on peut démontrer, et on a eu beaucoup de rapports d'audit au cours des dernières années qui ont démontré que, en fait, nos systèmes sont plutôt conséquents. Alors, on l'a vu, vous assurez l'éducation, vous assurez aussi des missions de santé, avec des dispensaires. Ils sont plus d'une centaine, je crois, sur le territoire de Gaza. Quelle est la situation de ces dispensaires? Ils sont fermés aussi aujourd'hui? La plupart... Nous avons une trentaine de dispensaires en fait dans la bande de Gaza. Parmi ces dispensaires, seulement 8 sont complètement opérationnels, ou l'étaient en tout cas jusqu'à aujourd'hui, parce que je ne sais pas combien de temps on va pouvoir les maintenir ouverts. Par contre, nous avons mis en place plusieurs dizaines de cliniques mobiles, puisque nous ne pouvions plus forcément garantir la sécurité des dispensaires, ou surtout les dispensaires qui se trouvaient dans le nord. Beaucoup de nos employés sont partis dans le sud, et qu'il y a une grande concentration maintenant dans les différentes écoles. Nous avons mis en place des unités mobiles pour pouvoir avoir accès aux gens qui en ont besoin. On va revenir sur le bilan des victimes à Gaza, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous confirmer que les enfants paient un lourd tribut dans ces bombardements? Alors, on sait déjà que 40% de la population de Gaza a moins de 14 ans, mais il y a ces chiffres, ces nombres qui sont donnés par le Hamas, les autorités gazaouis. Plus de 7300 morts à ce jour, et dont près de la moitié sont des enfants. Est-ce que c'est crédible? Écoutez, les chiffres qui sont publié par les autorités, le ministère de la Santé de Gaza, qui est effectivement un ministère de la Santé qui est géré par le Hamas, publiait déjà des chiffres au cours des 6 derniers conflits. Il y a quand même 6 conflits à Gaza au cours des 15 dernières années. Et à chaque fois, les chiffres ont été considérés comme étant largement crédibles. Fiables. Donc ça, c'est le passé. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui de douter de douter que les chiffres soient moins fiables qu'ils ne l'étaient. Mais je vais vous donner un chiffre. Le nombre de morts
que nous avons auprès des employés de Gaza, les employés de l'UNRWA. Excusez-moi, les employés de l'UNRWA, plus de 50, avec 13 000 employés, nous donnent la même proportion que les 7 000 morts et les 2 200 000 habitants de Gaza. Donc nous sommes à entre 0,3 et 0,4%. Donc il y a une corrélation. Sur cette base-là, on peut dire qu'il y a une certaine fiabilité dans ces chiffres. Et donc de ce nombre de victimes parmi les enfants aussi, puisque ça représente... Et également parmi les enfants, les enfants payent un énorme tribut, évidemment. Ce n'est pas seulement les enfants morts, mais c'est aussi tous les traumatismes, tous les enfants blessés, tous les enfants déplacés. Et comme à chaque fois, effectivement, le principal impact au-delà des morts, c'est qu'on a détruit tout simplement des vies psychologiquement et ça va prendre des années pour cicatriser. Est-ce que vous avez dit des mots très, très forts concernant les personnes, ce qu'on appelle généralement les personnes vulnérables, les personnes âgées, les enfants dont on vient de parler, les femmes enceintes. Vous avez dit elles sont aujourd'hui à Gaza privées de toute dignité humaine, c'est une honte. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait une prise en charge spécifique pour ces populations ou c'était une façon aussi de dire regardez ce qui se passe? Écoutez, c'est une manière de dire regardez ce qui se passe, c'est une manière de dire essayons d'exprimer un peu plus de compassion et d'empathie par rapport à ce drame humain qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Je pense que d'une certaine manière, on est en train de banaliser ce que l'on voit au quotidien. On le banalise d'une manière au point qu'on parle de nombre de camions, de quelques camions qui vont pouvoir rentrer ou ne pas entrer dans la bande de Gaza. Mais il y a aussi un sentiment très très fort, et ça c'est dans la région, c'est pas seulement à Gaza, que en fait la compassion et l'empathie qui a été exprimée à nouveau est aussi à géométrie variable. Et ça a tendance à solidifier une polarisation entre les Palestiniens et les Israéliens, mais aussi la rue arabe et Israël et l'Occident. C'est ce que disait ici à Amman la reine Rania, elle a dénoncé ce qu'elle a appelé un deux poids deux mesures. C'est un deux poids deux mesures à plusieurs niveaux. Pas seulement au niveau de l'application du droit humanitaire international, pas seulement au niveau de l'application des droits de l'homme, mais je pense aussi que c'est un deux poids deux mesures également sur cette, sur cette empathie et sur cette compassion. Et j'ai vu au cours de ces 30 dernières années une déshumanisation progressive de la relation que l'on a avec les Palestiniens. Il y a 30 ans, lorsque j'étais dans la bande de Gaza, malgré la première intifada, dans toutes les familles, vous aviez quelqu'un qui parlait en hébreu, et puis dans toutes les familles, vous aviez quelqu'un qui était en relation avec des Israéliens. Quand j'étais revenu en 2008, ce n'était déjà plus le cas. Et aujourd'hui, vous avez une génération de gens qui ne savent pas ce qu'est un Israélien et inversement un Israélien, un Gazaoui. Et tout cela, à mon avis, a contribué à déshumaniser la relation et peut-être aussi à nous pousser à gérer cette guerre absolument insoutenable de la manière à laquelle on le fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a poussé, selon vous, à cette déshumanisation que vous dénoncez? C'est la séparation des peuples. Au lieu de rapprocher les peuples, on les a complètement séparés. Et ensuite... C'est qui on, alors, écoutez, le on, alors moi j'en parle parce que l'UNRWA, on a aussi beaucoup souffert, et je l'ai très souvent dit, on a vu dans le documentaire qu'il y avait cette crise financière, et je pense que nous avons été victimes d'une crise financière en raison de l'absence de l'attention des États membres par rapport à un processus politique. Le processus politique est resté en veilleuse depuis environ 2010. Il y a eu d'autres développements géopolitiques dans la région. Et puis, si vous regardez, même dans la société israélienne, au cours des 5 dernières élections, la question palestinienne n'était sur aucune plateforme politique. Donc, il y avait effectivement cet espoir qu'on peut se passer d'une solution politique, on peut contenir une situation et contenir la situation. Parmi les éléments pour contenir la situation, il y a eu cette séparation des populations. Et je pense que tout cela a contribué à déshumaniser.
C'est donc la communauté internationale que vous pointez du doigt, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des pays. C'est l'ensemble de ceux qui auraient pu avoir une véritable influence pour un véritable processus politique et de la volonté nécessaire d'en faire une priorité. Je voudrais revenir sur la situation humanitaire aujourd'hui à Gaza. Quelle eau peuvent boire les Gazaouis? Est-ce qu'il y a du matériel pour purifier l'eau qui rentre dans les convois, les maigres convois qui rentrent à Gaza? Alors, le matériel de purification est évidemment une priorité. Je ne sais pas combien est entré pour l'instant. Pour nous, l'usine de dessalination dans le sud est également une priorité. Ce que j'entends de la part de mes collègues sur place, c'est qu'il y a peut-être en moyenne 2 litres, 3 litres d'eau disponibles par personne en moyenne, alors que dans la bande de Gaza, avant le 7 octobre, l'estimation venant de nos partenaires comme l'UNICEF était de presque 100 litres d'eau par personne par jour, et déjà là, c'était considéré comme extrêmement peu. Notre crainte, c'est que cette eau potable ne soit bientôt plus disponible. Pour répondre à cette question, je suis d'accord, les purificateurs, il en faudra. La question est de savoir combien de purificateurs pour, les besoins de 2 millions de personnes à travers la bande. Concernant tous ces besoins, je voudrais que nous écoutions Charles Michel, le président du Conseil européen. Les chefs d'État européens étaient réunis ces derniers jours à Bruxelles et ils demandent maintenant des corridors et des pauses humanitaires. On écoute. Nous voyons bien la détérioration sérieuse de la situation humanitaire et l'importance de développer l'ensemble des mesures possibles pour garantir l'accès aux équipements et à l'ensemble de l'aide dans le secteur humanitaire, nourriture, eau, électricité, médicaments. Nous devons être extrêmement engagés, y compris avec des corridors humanitaires, y compris avec des pauses humanitaires pour permettre à l'aide d'arriver vers ses destinataires. Est-ce que c'est suffisant, Philippe Lazzarini, des corridors humanitaires, une pause humanitaire? Vous parlez d'un cessez-le-feu humanitaire, c'est différent? Écoutez, nous on parle d'un cessez-le-feu. Alors, évidemment que je ne suis pas convaincu que tout le monde sache ce qu'ils entendent lorsqu'ils utilisent différents termes. Il y a la pause humanitaire, il y a le corridor humanitaire, il y a le cessez-le-feu humanitaire, il y a la zone humanitaire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots attachés à ça. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un environnement suffisamment sûr pour pouvoir acheminer de manière conséquente l'assistance humanitaire. Aujourd'hui, ce que l'on voit, le système qui est en place ne peut que échouer. Le président de l'Union a raison de dire ça. Nous avons besoin de plus que ce point de passage de Rafah. Ce point de passage de Rafah est un goulot d'étranglement. Il nous faut des convois humanitaires. C'est ce que l'on entend par un corridor humanitaire. Il faut que ces convois humanitaires puissent se déplacer dans la bande de Gaza et qu'il y ait suffisamment de garanties de sécurité pour qu'ils puissent accéder aux besoins, aux personnes qui en ont besoin. On voit bien que la communauté internationale a du mal à s'accorder sur cette question de pause humanitaire ou de cessez-le-feu humanitaire. On a même vu les Nations Unies, dont vous êtes une agence, avec toutes ces résolutions qui ont été bloquées au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir que c'est aussi difficile, autant au niveau de la communauté internationale que au niveau des Nations Unies, à tenter de trouver une voie qui pourrait permettre justement d'apporter toutes ces choses dont les populations ont besoin aujourd'hui à Gaza? Bon, écoutez, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est évidemment l'expression de la division au sein de la communauté internationale. On l'avait évoqué dans d'autres termes lorsqu'il s'agit de cette région, cette application à géométrie variable du droit humanitaire international ou des droits de l'homme ou de
de ce sentiment de compassion et d'empathie. Maintenant, il se trouve qu'effectivement, il y a une grande division sur la question du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus durable dans notre vocabulaire. Mais entre-temps, soyons clairs, ce dont on a besoin, et ce que nous n'avons pas pour l'instant, c'est une augmentation du volume de cette assistance humanitaire. Et ce dont nous avons besoin, cruellement, c'est que dans cette assistance, parce qu'on ne l'a pas entendu, nous avons également besoin de carburant. Sans carburant, peu de cette assistance pourra être apportée à ceux qui en ont besoin. En gros, avec vos moyens, vous luttez contre la misère. Et le désespoir, c'est souvent ce terreau qui nourrit la radicalisation. Vous avez beaucoup de mal à réunir les financements pour faire fonctionner l'UNRWA. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux nations pour les convaincre de contribuer? Puis vos besoins vont être encore plus énormes une fois que les armes se seront tues pour apporter assistance et reconstruire, aider les habitants à retrouver un toit ou une école. C'est vrai que juste avant ce conflit, UNRWA traverse encore une crise financière sans précédent. Vous aviez entendu l'expression, le bâton est en train de couler. Nous sommes proches d'un point d'inflexion, d'une situation où nous ne savions pas si nous allons pouvoir continuer d'apporter nos services, parce que nos services, au fond, c'est quoi? Ce sont des services de développement humain. On prépare l'avenir pour des générations de réfugiés palestiniens. Mais c'est vrai que l'intérêt de la communauté internationale a commencé à diminuer à partir du moment où il n'y avait plus cet engagement et cet investissement dans un processus politique. Donc on était un peu le collatéral de cette absence de priorisation d'un processus politique ici. Et effectivement, ensuite, UNRWA était comparé à d'autres agences et on sait qu'il y a eu multiplication de crises, il y a eu plus de compétition et on s'est trouvé là où on s'est trouvé. Un peu plus mal loti en fait. Encore plus mal loti. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a une bonne réponse à notre appel humanitaire, mais l'agence en tant que telle, qui dans 80% de ses dépenses sont les employés, les employés sont la colonne vertébrale de cette agence. Au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas si je vais pouvoir payer les salaires des employés à la fin du mois de novembre, à la fin du mois de décembre, alors que nous sommes confrontés à une crise humanitaire sans précédent et que, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y aura un jour d'après, l'agence UNRWA, dans cette partie du monde, aura encore plus de besoins. Il nous reste quelques secondes, peut-être, pour lancer un message à la communauté internationale pour qu'ils vous financent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre de permettre que votre agence des Nations Unies perdure? Cette communauté internationale a beaucoup d'attentes sur l'UNRWA et je leur dis, vous avez la possibilité aujourd'hui d'en faire un partenaire prévisible pour la réponse humanitaire, un partenaire prévisible pour le futur du développement humain des réfugiés palestiniens. Nous arrivons au terme de cette émission. Philippe Lazzarini, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, avoir répondu aux questions de Laure Stéphan, qui est donc une des correspondantes du journal Le Monde à Beyrouth. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission réalisée ici à Amman, en Jordanie, au cœur d'une région, au cœur de la tourmente, avec cette guerre entre Israël et le Hamas. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Merci.